Hop, voilà, vous devez recevoir une petite notification. Eh bien, écoutez, bonjour à tout le monde, et puis merci de vous joindre à nous pour cette 16e édition du webinaire Faire tiers-lieu en santé, prendre soin de nos alternatives. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir l'équipe de chez Odile en bonne santé, qui est basée à Dossel, avec une des représentantes qu'on connaît bien ici, hein, qui est Lucille, qui intervient beaucoup et qui contribue beaucoup à l'interactivité de nos webinaires. Voilà, donc on est ravis de vous recevoir aujourd'hui. Comme à mon habitude, je ne vais pas trop m'étendre en introduction. Je vais peut-être juste rappeler le format. On va laisser du coup à nos intervenants une demi-heure, trois quarts d'heure pour qu'ils présentent leur projet de la manière dont ils le souhaitent. Et puis après ça, on enchaînera avec une discussion libre avec eux où vous pourrez bien entendu poser toutes vos questions et interagir avec eux. Du coup, n'hésitez pas soit au fil de leur présentation à déposer des questions dans le chat et puis on y reviendra, soit à les garder pour la fin. L'idée, et c'est quand même plus sympa comme ça, c'est que si vous vous sentez que vous leviez la main à la fin de leur présentation et puis vous posiez directement votre question, voilà, pour qu'on ait des échanges riches et nourris. Voilà. Eh ben écoutez, je vous laisse la parole. C'est à vous. Allez-y, vous pouvez partager votre écran. Voilà, normalement c'est bon. C'est bon. Oui, ça C'est marche. bon, vous m'entendez? Oui, et on t'entend. Bon, et ben bonjour à tous. Nous sommes trois représentants aujourd'hui et trois des cinq cofondateurs de l'association et du tiers-lieu Odile en bonne santé. Nous vous remercions chaleureusement pour l'invitation à ce webinaire. Et donc voilà, donc, c'est l'introduction. Donc là, c'est sur l'écran, vous voyez une photo de notre tiers-lieu. Qui est basé à Dossel, donc dans les Vosges. Oui, on va vous dire où est le salon. Bon, c'est assez connu pour ceux qui aiment les histoires policières, voilà, dans les années 80 avec l'affaire du petit Grégory. Ah. Euh, donc euh, Là sur cette photo, on voit donc là c'est la journée d'inauguration de notre tiers-lieu. On avait voilà fait une visite du lieu, une présentation et il y avait aussi une pièce de théâtre d'une troupe professionnelle qui a animé une pièce sur les troubles du comportement alimentaire. Donc ensuite, voilà, je vous fais pas la lecture de tout ce qui va être dit par la suite par mes deux collègues. Elles vont le faire elles-mêmes. Avant de passer la parole, tu pourrais dire qui tu es parmi les cofondateurs. Bonjour à tous, moi je me présente, je m'appelle Aurore, c'est moi qui vais vous présenter cette partie-là. Alors aujourd'hui, Odile en bonne santé, c'est quoi? Bah, déjà 5 cofondateurs, comme l'a dit Arnaud tout à l'heure. Alors, cofondateurs, donc on est tous les 5 professionnels de santé et du care, comme c'est précisé sur la slide. Alors, il faut savoir qu'au niveau de nos parcours, on a commencé en institution, que ce soit dans des hôpitaux publics, des hôpitaux psychiatriques, par l'insertion pro, la protection de l'enfance, l'éducation nationale. Ça, c'est juste pour rappeler rapidement nos parcours. Euh, Après, nos parcours sont aussi enrichis d'une expérience plus associative, que ce soit dans l'éducation populaire, sportive, la vie locale, et puis des formations. En fait, on a des parcours très complémentaires. On reviendra dessus après. Mais aujourd'hui, donc on a une secrétaire, 2 psychologues, un kiné et une infirmière praticienne en shiatsu.
Donc voilà, de par nos horizons différents et de par nos approches différentes, finalement, ça permet une complémentarité entre nous qui nous permet aujourd'hui de donner la couleur à Odile qui est celle-ci. Donc finalement, c'est des ingrédients un petit peu différents et parfois, quand on utilise des ingrédients, c'est pas la recette que ça va donner. Nous, c'est ces ingrédients-là qui se sont rencontrés, donc ça donne ça aujourd'hui. Donc, on travaille aussi avec des personnes concernées qui sont bénévoles. Alors, elles sont bénévoles, que ce soit au niveau de la co-animation. Donc, on a des groupes d'entraide mutuelle, on reviendra dessus après, mais qui sont co-animés par des bénévoles. Mais aussi au niveau de la gouvernance. Aujourd'hui, notre président, notre trésorier, notre comptable sont bénévoles. Alors, pourquoi des personnes concernées? Tout simplement parce que le fait de partager l'expérience, de vouloir soutenir l'autre, on sait que quand on est concerné, forcément, on a une approche de par son vécu qui est tout aussi enrichissante que les professionnels qui sont formés dedans. Le fait de vivre les relations de l'intérieur, les difficultés de l'intérieur permettent aussi voilà, d'apporter de l'aide et c'était ça qu'on voulait aussi mettre en avant dans le projet. Alors, on ne travaille pas tout seul, puisque on est aussi dans une communauté qui existe, qui existait déjà avant nous. Donc, on s'est inscrit dans ce paysage-là, que ce soit au niveau des soignants du territoire, des chercheurs, les habitants aussi qui sont impliqués dans notre projet. Donc, aujourd'hui, que ce soit par les réseaux sociaux, par les actions qu'on mène, les habitants sont pleinement intégrés dans le projet. Ouais. Oui? Ah, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui parlait, pardon. C'est un micro allumé. D'accord, ok. Donc, on travaille également avec les producteurs locaux, les structures médico-sociales, les administrations. On est en lien avec la maison de santé de Docelles, puisque nous, aujourd'hui, dans notre projet, on n'a pas de médecin. Donc, on travaille avec la maison de santé, le conseil départemental des Vosges, le conseil régional, les communautés de communes, les généralistes du secteur, les associations. Enfin bref, on s'est inscrit dans ce paysage-là. Alors, Lucille m'a demandé de rajouter également, parce qu'ils sont très importants, les animaux, puisqu'on a également 3 animaux donc, qui appartiennent au lieu, qui appartiennent à Lucille et Arnaud, qui sont Maggie, Panda et Roxane, pour ne pas les nommer. On en plaisante, mais ils ont quand même un vrai apport, puisque aujourd'hui, on a des consultations individuelles, on vous expliquera ça, mais les psychologues, kinés, praticiens shiatsu, on a des consultations individuelles. Et il est vrai que ils sont toujours accueillis par les chats, les chiens, et les patients aiment beaucoup, beaucoup, beaucoup passer du temps avec les animaux avant et après pour s'apaiser. Donc, ils font vraiment partie intégrante du projet pour le coup. Alors, notre vision, finalement, elle s'intègre pleinement dans une vision de la santé qui est intégrative. On a une vision très large de la santé. Nous, ce qu'on entend par santé, ça va être la santé aussi bien somatique que la santé mentale, la santé environnementale, la santé sociale. Tout ça, c'est des aspects qui finalement font que pour aller bien, on a besoin de travailler sur toutes ces thématiques. Je vous l'ai dit tout à l'heure, des approches différentes. Donc, ces approches différentes nous permettent aussi d'aborder les différents aspects de la santé, que ce soit dans la vie quotidienne jusqu'à la rémission finalement. On est sur le soin, sur la prévention, à tout moment de la vie finalement, on travaille sur cet aspect-là. Alors après, on a aussi des valeurs qu'on défend, qui sont les luttes contre les inégalités, les stigmatisations, discriminations, marginalisation, les violences. Bon, après, on reviendra sur ce qu'on propose, mais l'idée de cette slide-là, c'est surtout de vous présenter finalement les personnes qui travaillent avec nous et vous voyez qu'on est sur quelque chose de très large. Il y a le noyau dur avec les cofondateurs qui travaillent là, mais il y a aussi vraiment tout ce qui tourne autour, que ce soit au niveau du partenariat et au niveau des bénévoles. Et c'est finalement tous ces échanges-là et cet écosystème finalement qui fait que ça fonctionne aujourd'hui. Voilà par rapport à cette slide. Est-ce que tu peux recharger le PowerPoint, s'il te plaît, si tu rafraîchis ta page? Et juste pour compléter sur ce que disait Aurore, donc je suis Lucille, l'une des 3 autres cofondatrices Si, qui est présente si je peux me permettre, aujourd'hui. Lucille, Oui. on t'entend pas très très bien. Ok. On t'entendait Est-ce mieux que tout à là, l'heure en fait. Ouais, là c'est mieux. ok. Est-ce que là, c'est bon? Ok. Ouais. D'accord. Euh,
Oui, donc du coup, je disais, donc je suis Lucie, la troisième cofondatrice présente ce matin. Donc moi, je suis psychologue de formation initiale comme Aurore. Et sur la démarche communautaire qu'évoquait Aurore, ce qui est vraiment enfin, ce qu'on a vraiment, qu'on essaie aussi de faire un peu chemin faisant, c'est ce qui te sent aussi sans doute, c'est en fait de travailler sur la division du travail de soins. Il y a vraiment pas alors pas de distinction, c'est pas ça, mais en tout cas qu'il y a un partage de responsabilité entre les patients, les personnes concernées, les pères aidants, les soignants, et qu'il n'y ait pas en tout cas enfin d'être attentif aux hiérarchies, aux effets des hiérarchies. Donc sur cette partie-là, c'est un peu peut-être un peu plus comment aride parce que c'est une partie un peu voilà, quelles sont les lectures qui nous ont nourris et le travail scientifique un petit peu ce qui ont situé en fait par rapport à différentes écoles théoriques. Voilà, j'ai fait là une petite synthèse. En fait, c'est sûr que le travail qui a été réalisé depuis le milieu du XXe siècle, la seconde partie du XXe siècle par la psychiatrie institutionnelle et la santé communautaire un petit peu plus tôt, première partie du XXe, et ben en fait, c'est vraiment déterminant dans ce projet où les lieux, les communautés, la vie des personnes, en fait, ce sont des déterminants et des acteurs de leur santé. Et ici, du coup, on essaye de questionner les normativités et les dominations aussi dans les communautés du care et en fait de les remettre un petit peu en question pour justement limiter les effets de ces dominations-là. En fait, si on pense à la psychiatrie institutionnelle, en fait, on peut dire que voilà, la représentation traditionnelle du patient qui est objet de savoir, objet de soins, eh ben, on substitue celle du malade, expert de sa maladie et sujet de ses soins, Hein, et acteur en Lucille, parent. Lucille, Ouais, excuse-moi de vous m'entendez t'interrompre. pas ça? Ouais, on entend vraiment pas très bien. Non, c'est pourtant, je suis vraiment tout près. Ouais, si on arrive à Mais en couper. fait, ça siffle. Ouais, Ok. Je pense que j'ai peut-être un peu de bruit ah derrière moi, pourtant. là c'est bien là. Ok, je ne bouge plus. Je ne sais pas ce que vous avez entendu en tout cas de la psychiatrie institutionnelle, mais voilà, je pourrais en redire quelque chose si besoin dans les questions. On s'inspire aussi du travail qui a été produit par les Science and Technology Studies, la sociologie et l'histoire, la philosophie des sciences en France. Ici, ce qui nous intéresse dans ce travail-là, c'est plutôt comment savoir académique, savoir d'action et savoir d'expérience constituent la totalité des connaissances sur un problème et sur un problème de santé, en fait. Et donc, comment voilà, bien travailler sur l'expérience, le savoir expérientiel des patients, des personnes concernées, de leurs proches, de leurs amis, etc. Évidemment, les post-colonial studies avec vraiment l'attention justement au rapport de pouvoir et des effets d'intégration et de reproduction des normes liées justement aux dominations, aux discriminations. Euh, on est aujourd'hui, il y a des travaux administratifs voilà, qui sont produits, qui nous inspirent beaucoup. Alors, on ne sait pas si ça va être le cas demain suite à ce qui s'est passé hier, mais voilà, les travaux qui sont produits par le défenseur des droits, par la Civise, ils sont absolument indépassables en ce que rien que sur la santé mentale, j'ai vu que voilà parmi vous plusieurs sont des professionnels de santé mentale. Pas à quelle période vous avez été formés, mais moi j'ai été formée il y a une dizaine d'années. Et ben 160 000 enfants victimes de violences sexuelles en France chaque année. C'était absolument pas ce qui nous était enseigné, quoi. Ni dans les proportions, ni dans les effets, ni dans justement également les effets cascade avec, par exemple, le rôle du silence des proches, le rôle du silence des soignants aussi, il faut le dire, hein, parfois. Euh, et donc voilà, c'est vraiment des travaux qui sont hyper importants pour notre projet. Et en fait, surtout, on a fait beaucoup de visites et on a on fait beaucoup de partenariats, de projets. Donc, plusieurs lieux qui sont déjà allés passer sur le webinaire, on est allé les visiter. Donc, je sais pas, je peux penser à l'époque dans le 19e, non, je crois qu'ils sont pas intervenus. Je peux penser à la Maison Perchée, je peux penser à des communautés de soins un petit peu partout sur le territoire. Enfin, voilà, c'est un peu un travail à la fois théorique et culturel, mais c'est un travail de documentation chemin faisant qui se fait. Et forcément, quand on a un problème, on retourne à toutes ces sources. Voilà. Et je repasse la parole à Aurore. On vous fait une présentation où on circule.
Alors moi, je vais vous parler un peu donc du territoire sur lequel on exerce. Donc aujourd'hui, on vous a expliqué qu'on était à Docelles, donc Docelles dans les Vosges, donc nord-est de la France. Alors Docelles est ce qu'on appelle la vallée du papier. Donc la vallée du papier, grosso modo, c'est 15 000 habitants. Ça, c'était une de nos valeurs aussi de travailler à la ruralité. Dans les Vosges, il y a la plus grosse ville, c'est Épinal, c'est 35 000 habitants. Donc, on est déjà sur un département qui est très rural et Docelles et les alentours sont encore plus rurales que Épinal. Donc, voilà, c'était vraiment un objectif pour nous d'apporter un service à la ruralité. On est sur une population qui est vieillissante puisque aujourd'hui, 30% des personnes résidant sur ce bassin ont plus de 60 ans. C'est 6 points de plus que finalement il y a 10 ans. Donc, on voit qu'il y a vraiment un vieillissement de la population qui est général dans les Vosges, mais qui est bien marqué sur le territoire sur lequel on exerce. Il faut savoir aussi que en matière de santé mentale, le CMP le plus proche pour enfants et adolescents, il a fermé en 2019. Le CMP adulte, il est ouvert seulement à mi-temps. Le nombre de lits en pédopsychiatrie a diminué également. Les pédopsychiatres, les psychiatres sont en sous-effectif, y compris dans le libéral. Par exemple, aujourd'hui, dans les Vosges, grosso modo, pour avoir un rendez-vous avec un psychiatre, ça peut avoisiner les 1 an. Et quand on a des besoins, bah, ça peut pas attendre 1 an. Donc, la pénurie, elle touche aussi désormais les psychologues. Nous, on a des listes d'attente énormes sur nos consultations. Alors après, il y a des explications à ça, hein, c'est pas l'idée de venir là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a eu une féminisation des professions médicales, baisse de coordination interservices, enfin voilà, il y a plein de choses, mais voilà, en tout cas, le territoire sur lequel on exerce aujourd'hui, il est celui-ci, avec pour objectif d'être au plus proche de la population et de pouvoir apporter vraiment un service sur place. Donc là, on vous avait remis hein, l'offre de santé mentale sous-dotée, une offre de santé somatique qui est pas sous-dotée, mais en évolution, et puis les établissements médico-sociaux les plus proches, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, 2 crèches, 3 maisons de retraite, une maison médicale. Et puis donc pour situer les Vosges, pour ceux qui connaissent pas, donc on est vraiment dans la partie nord-est nord-est de la France. On est, pour ceux qui connaissent Nancy, à 70 km au sud de Nancy, à peu près. Voilà par rapport au territoire sur lequel on exerce. Donc ensuite, nous allons passer sur la deuxième partie et moi, je vais commencer par vous présenter donc l'intérieur de notre tiers-lieu avec l'organisation des espaces et de ses usages. Du coup, sur le lieu, Arnaud, ce qu'on peut préciser aussi qu'on n'a pas dit, c'est que le bâtiment que vous avez vu, c'était un ancien hôtel qui a été exploité de 90 à 2010 et du coup qui était inexploité depuis une dizaine d'années quand on a racheté et qu'on a commencé la rénovation. Donc, Voilà, ça va. donc à l'intérieur, donc nous avons plusieurs espaces. Donc nous avons les espaces de soins de face-à-face thérapeutique conventionnels. Donc avec un cabinet de santé mentale, un cabinet de relaxation shiatsu et le cabinet de kinésithérapie. Et donc aujourd'hui, il y a une file active d'environ 200 personnes qui sont prises en charge sur place, avec environ 2000 consultations sur l'année 2003. Donc ce chiffre va normalement augmenter puisque moi je débute donc en tant que kiné mon activité sur le lieu et j'y travaillerai à temps plein en tant que kinésithérapeute. 2023, pas Donc 2003. 2023. Donc nous avons aussi des espaces collectifs qui sont accessibles à tous les adhérents de l'association et en dehors de tout événement et de soins. Donc après une année, il y a une cinquantaine d'adhérents. Donc il y a pour l'instant encore en cours d'aménagement un bar, un espace d'accueil, une bibliothèque généraliste avec une salle de répit-repos, une bibliothèque spécialisée avec différents ouvrages voilà, sur les thèmes de santé que nous abordons, une salle de formation modulable, une salle de sport et un sentier forestier. Et donc peut-être pour l'année prochaine, en 2024, la création d'un jardin thérapeutique sur le lieu. En 2023, donc sur le collectif, on a eu 2 groupes d'entraide mutuelle.
Donc ça, c'est les activités que chacun fait en plus de son activité de soignant principale. Donc on a deux groupes d'entraide mutuelle, un sur le deuil, un sur le répit des aidants. Un groupe de vélo électrique et un groupe de marche nocturne. En 2024, on aura deux groupes d'entraînement mutuel sur la santé mentale et l'isolement et sur le répit des aidants. Donc, et on aimerait beaucoup travailler sur la souffrance à l'école, sur les souffrances au travail. Et donc, le groupe de vélo électrique et le groupe de marche nocturne. Et donc, on va continuer. Et un groupe de danse intuitive débutera aussi l'année prochaine. Du coup, sur les ateliers collectifs, en fait, ils sont tous co-animés par un professionnel de santé et une personne concernée. Les personnes concernées, elles sont formées à la pérédance en santé. Donc, en 2023, ils étaient 4. Vous l'avez compris, on est plutôt au début du projet. Donc, euh, a priori, en 2024, c'est aussi appelé à augmenter un petit peu. Mais cette année, donc, c'était Sylvie, Pascal, Corinne et Olivier qui co-animent donc 4 groupes. Sur la formation justement à la pérédance en santé, c'est nous qui l'avons réalisé pour l'instant avec voilà la création d'un module un petit peu partant un petit peu voilà, des besoins qu'on a fait parce qu'en fait le constat qu'on faisait c'est que bah, sur l'offre de formation en pérédance en santé aujourd'hui c'est que c'est plutôt des formations longues et qui sont plutôt des formations diplômantes qui est sans doute intéressant pour nous à moyen terme. Par contre, à court terme, ça reste quand même peu accessible, ça demande un investissement qui est plus important. Et voilà, là, c'était des personnes qui co-animaient quasiment directement. Donc voilà, c'était beaucoup plus condensé. Donc nos co-animateurs, ce sont tous des habitants du coin qui sont concernés par des questions de santé, de maladie, de soutien à des personnes malades ou des danses. Et là, j'avais mis la prise de parole du président de l'UNAFAM, donc une association de familles de personnes concernées par la santé mentale, qui est au niveau national, mais là, c'est donc la délégation locale. Et il disait lors d'un café science qu'on a eu en 2023, donc on parle souvent des dons naturels, mais ça n'a rien de naturel. L'irruption de la maladie psychique crée une fracture psychique dans toute la famille. On est traversé par des sentiments de honte, d'incompréhension qui nous empêchent d'être aidants. Mais si on veut être aidant de son proche, c'est d'abord beaucoup d'amour. Enfin, voilà un petit peu du coup comment est-ce qu'on peut travailler bah, la pérédance en santé, sachant également ce qui nous semble aussi important. J'ai vu que dans le chat, il y avait une question sur pourquoi la marche, l'activité physique. Donc, ce que vous disiez, Aurore, tout à l'heure, c'est qu'on essaie vraiment de travailler la définition de la santé de manière intégrée, c'est-à-dire qu'on pense vraiment santé mentale, santé somatique, santé environnementale et santé sociale de manière congruente. Et donc la pérédance, c'est pas uniquement de la pérédance en santé mentale, c'est pareil, ça va être également en santé somatique, santé sociale, santé environnementale. Et pour, je sais pas, une personne qui viendrait voilà, en disant, bah, je me sens isolée, et ben, on n'irait pas forcément l'adresser dans un groupe plutôt qu'un autre. En fait, nous, on fait une programmation et les gens, ils choisissent et ils font ce qu'ils veulent et ils peuvent. Alors, sur les groupes d'entraide mutuelle, la régularité est un petit peu plus importante. L'engagement, il est plutôt sur l'année. Par contre, sur les autres groupes, ils peuvent venir également participer de manière ponctuelle, au gré de leur agenda, au gré de leurs besoins aussi. Et voilà, donc c'est pas non plus prescriptif, quoi. Et on spécialise pas, il y a aucun groupe qui est spécialisé à une pathologie ou à une discipline sanitaire, quoi, une discipline en santé. Euh, sur le verbatim justement du président de l'UNAFA, moi ce qui me semblait important, c'est que voilà, il souligne bien, c'est que c'est un lien et une expérience avant tout, quoi. Euh, Alors, j'ai fait d'autres extraits parce que, enfin voilà, enfin, si ça vous intéresse, je pourrais vous en dire plus dans la conversation, mais en fait, on a autant d'extraits que de père aidant. Euh, voilà. Mais du coup, peut-être ce que je pourrais dire pour conclure là-dessus, c'est que dans le travail clinique, justement,
vous le sentez, c'est aussi un travail du rapport au savoir, quoi, hein, et du rapport au savoir sur la santé, sur la maladie. Et voilà, je m'arrête là et je passe la parole à Aurore justement sur les activités collectives, le fonctionnement un petit peu plus. Hmm. Alors, c'est possible de remettre la slide suivante? Merci. Donc, bon, comme l'ont dit Arnaud et Lucille, hein, concrètement, en 2023, Odile en bonne santé, c'était quoi? C'était des consultations individuelles, donc que ce soit des consultations de psychologie, kiné, shiatsu. Les groupes d'entraide mutuelle, donc sur le répit, sur les danses, les sorties vélo électrique et les marches. Mais on a aussi toute la partie effectivement programmation, où là on est plus sur la partie culturelle, faire du lien sans forcément venir sur des groupes. Donc on a mis en place des activités en ce sens-là. Donc aujourd'hui, pour participer à nos activités, on demande uniquement l'adhésion à l'association. Donc c'est 5 euros. Idem pour les groupes d'entraide mutuelle, on essaye de fonctionner sur des subventions qui permettent le financement. C'était une volonté de notre part aussi de dire que on voulait rendre accessibles ces groupes à tous. Donc, pour les groupes d'entraide mutuelle, on demande uniquement l'adhésion à 5 euros et le reste est pris en charge par des subventions publiques ou du bénévolat. C'est aussi beaucoup du bénévolat en ce moment, mais voilà, on recherche des subventions en tout cas pour tenir dans le temps. Donc, au niveau des programmations culturelles, on a participé, donc chaque groupe d'entraide mutuelle a été devancé par un café science. Donc, en amont de ces groupes, on a mis en place un café science. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un café science? C'est un mélange de 3 regards, que ce soit le regard académique, la personne concernée ou la personne qui travaille sur cette thématique. Donc, on en a fait un sur le deuil et un sur le répit des aidants. Donc, on a eu quand même un bon succès puisque, bon, je vous l'ai dit, on est à la ruralité, hein. On a eu quand même entre 40 et 50 participants sur chacun de nos cafés sciences. Donc, c'est des sujets qui intéressent, c'est des sujets sur lesquels les gens ont envie d'échanger. Donc, sur le format, on était sur une soirée échange et débat, en gros. On a également été présent au cinéma d'Épinal pour une soirée projection échange sur la santé mentale. Donc ça, c'était le 20 octobre. C'était le 20 octobre à Épinal. Donc l'idée, c'était de présenter le lieu et puis d'avoir une soirée vraiment sur l'échange sur qu'est-ce que la santé mentale, comment on peut la définir et puis surtout comment prendre soin de sa santé mentale en déstigmatisant les choses et puis en prenant conscience que finalement chacun peut être concerné à un moment de sa vie sur ces thématiques. Alors, on a aussi à cœur d'être transparent par rapport à nos actions. Donc, en ce sens-là, on a mis en place un espace ressources en ligne, donc où on peut retrouver nos interventions, nos comptes rendus. Et puis, l'idée, c'est de rendre le plus possible accessible à tous, finalement, nos actions et nos ressources surtout. Voilà, on peut avoir des livrets sur la santé mentale, des livrets sur les bonnes pratiques qui nous paraissent pertinents. Tout ça, on le met en ligne. Voilà par rapport à la programmation. Je suis en train de réfléchir si j'ai oublié quelque chose quand même. Ah oui, si j'ai pas parlé de ce qu'on veut faire en 2024, pardon. Là, j'ai fait que le point sur l'année en cours. Pour l'année prochaine, on aimerait prendre un autre tournant puisqu'on voudrait devenir organisme de formation. Donc, obtenir la certification Calliope pour pouvoir former à la PSSM. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est la formation de secours en santé mentale. Donc, aujourd'hui, on a l'équivalence pour la santé physique. Donc, c'est le SST ou le PSC1, me semble-t-il. Donc, en fait, c'est les formations au premier secours pour la santé physique. Ben, nous, maintenant, il existe la même chose en décliné sur la santé mentale. Et on aimerait pouvoir proposer cette formation-là sur le lieu. On est 5 cofondateurs. Sur les 5, on est 2 à l'avoir suivi, cette formation-là. Et je trouve que c'est une formation qui est vraiment pertinente. D'ailleurs, si vous-même, dans vos contrées, vous avez la chance de pouvoir suivre cette formation-là, je vous invite vraiment à le faire parce que ça permet vraiment par des conseils simples, de pouvoir prendre en charge une crise suicidaire, comment on répond à quelqu'un qui a un délire psychotique. Enfin voilà, ça permet, c'est des situations finalement pour lesquelles on n'est pas formé. Et malgré tout, c'est des situations dans lesquelles on peut se retrouver. Il faut quand même savoir répondre dans la mesure du possible. Donc voilà,
Nous, on aimerait pouvoir faire ça chez Odile. Donc, c'est la déclinaison pour l'année prochaine. Et puis, l'accueil de stagiaires, pour nous, la transmission de connaissances, c'est hyper important. Et on a eu des stagiaires sur 2023, on voudrait pouvoir en accueillir d'autres sur 2024. Et donc là, notre site internet va être mis en ligne prochainement. Là, on travaille sur une interface un peu plus sympa pour l'année prochaine, où les gens pourront carrément prendre les rendez-vous en ligne. Ben, l'idée, c'est vraiment de simplifier aussi les démarches pour les usagers et pour nous. Donc voilà par rapport à ce qu'on a organisé cette année et ce qu'on voudrait faire l'année prochaine. Aurore disait, on met en ligne les ressources. Par exemple, le verbatim que je vous ai cité, je ne m'en serais pas souvenu si je ne serais pas retournée justement à la prise de notes du Café Science parce que c'était déjà il y a 8 mois. Mais donc voilà, sur le Café Science, il y a eu une prise de notes qui a été réalisée par des bénévoles, une mise en page. Et ça, c'est des comptes rendus qui sont accessibles du coup à tous les adhérents. De la même manière, en fait, dès que quelqu'un va, je sais pas, à une conférence, à un événement, lié un truc, enfin voilà, veut partager le support, et ben voilà, c'est accessible. Je pense que plusieurs d'entre vous se sont posé aussi la question de justement des ressources numériques, des supports, etc. Nous, on a travaillé sur donc ouais, on est parti d'un canevas libre. C'est celui de Toubib et Docos. Donc, ce sont des sites avec des fonctionnalités. Et là, c'est en cours de stabilisation. Et justement, ça va nous permettre de pouvoir réaliser plus facilement le partage de ressources numériques et un petit peu les échanges aussi communautaires, quoi. Et donc, me revient le mot de la fin sur, on voulait partager un petit peu avec vous aussi les difficultés qu'on peut avoir justement sur un projet comme ça qui est encore quand même assez jeune puisque l'association a été créée en 2022, le bâtiment est rénové depuis 2021 et puis finalement même sur les espaces collectifs, là la rénovation elle se termine au début de cette année. Mais voilà, donc il y a déjà des difficultés dans toute cette petite histoire. Une des premières difficultés, c'est celle de la reconnaissance institutionnelle, hein. Aurore l'a dit tout à l'heure. En fait, on n'a pas de contrat de soins avec les institutions de santé. Pourtant, une partie d'entre nous est conventionnée hein, avec la CPAM, mais toute la démarche collective, en fait, voilà, ça n'existe pas quoi pour les administrations de santé aujourd'hui. Un petit peu plus pour les administrations territoriales, hein, du côté du conseil départemental et du côté du conseil régional ou des communautés de communes. On sent qu'il y a une perception un peu plus intéressée, mais du côté des établissements de santé, par contre, c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Et souvent, ce qui est pour l'instant, en tout cas, compliqué pour eux, c'est la lisibilité, c'est l'absence de généralistes, hein, il faut le dire, l'absence de médecins tout court, et puis toute la partie communautaire, quoi, hein, ça n'existe pas. Évidemment, la question de l'investissement économique, hein, parce que là, on vous présente quelque chose de fini, mais en fait, voilà, un bâtiment qui n'était pas utilisé depuis une dizaine d'années, ça nécessite des remises aux normes. En plus, vous l'imaginez, il y a des questions voilà, d'accueil du public, un petit peu de rénovation énergétique, etc. Donc, voilà, tout ça, c'est un investissement économique qui est porté en fait en privé aujourd'hui par nous, les porteurs du projet initiaux, quoi. Qui est soutenu aussi par notre communauté, hein, mais c'est pas voilà, c'est pas anecdotique en tout cas cette pression-là dans le travail et dans les choix justement qu'on peut faire. Sur les défis qu'on peut avoir, ce sont également ceux du fonctionnement. Et ça nous apparaît peut-être un petit peu plus au fur et à mesure que le temps passe. C'est que on s'est beaucoup concentré dans les premiers mois sur les services à la communauté, le travail, justement, par exemple, sur les cafés sciences ou les groupes d'entraide mutuelle, on l'a pas dit, mais en fait, l'identification des thématiques, il vient du travail clinique, justement. En fait, on choisit à partir, en gros, là où on a l'impression qu'en tant que soignant, on est les plus inutiles, quoi, où on a l'impression qu'on n'offre pas une réponse et donc qu'on aurait un besoin collectif ou aussi dans une discussion, par exemple, avec les médecins locaux, on voit que là, on a vraiment
on est démunis. Et donc, c'est comme ça qu'on va identifier justement les thématiques prioritaires. Donc voilà, on s'est beaucoup concentré sur le service à la communauté. Par contre, on voit qu'il y a également, on perçoit de plus en plus qu'il y a un enjeu également à l'échelle de notre travail de soins. Et c'est aussi pour ça qu'on a choisi de travailler dans ce lieu-là. C'est qu'on voulait pas uniquement faire de la colocation entre soignants, quoi. Il y a vraiment un enjeu de partage. Mais aujourd'hui, bah, on partage un petit peu à la marge, quoi. Donc on a besoin vraiment d'une réunion d'équipe hebdomadaire qui soit animée, par exemple. Et là, du coup, ben voilà, c'est trouver l'espace parce que toute cette partie-là, encore une fois, ben, elle est bénévole, quoi, hein. La partie de coordination n'existe pas, hein. On est invité, par exemple, à participer à la coordination de la maison de santé, à une réunion, mais c'est une réunion qui est tous les 2 mois, je crois. Donc c'est très en dessous des besoins d'échanges cliniques dont on aurait besoin quasiment au quotidien. Et également dans la perspective de questionner un petit peu la soutenabilité du travail de soins. C'est que l'enjeu, c'est aussi que ben, les soignants soient eux aussi en bonne santé et justement de se questionner sur les ralentissements, sur les surcharges, etc. Et puis, bon, bah là, c'est plutôt un défi, hein, c'est que peut-être que vous l'avez deviné, mais en fait, ce projet, il s'appuie quand même beaucoup sur un travail scientifique. Et en fait, moi, j'ai une double casquette de chercheur et de psychologue. Je suis sociologue des sciences, spécialisée dans la recherche participative. Et donc, enfin, voilà, j'ai un travail de chercheur à côté, bon, voilà, qui nourrit aussi ce qu'on fait. Mais l'idée, ce serait de réussir à apporter une recherche participative qu'on a commencé à écrire là, avec des sociologues des sciences justement et des historiens des sciences sur la question de la compliance aux soins en santé mentale. Donc voilà, ça, ce serait vraiment notre... si en 2024, on réussit à faire ça, ce serait super, quoi, ce projet de recherche participative. Euh, je pense qu'on arrive à la fin de notre présentation. Sur notre dernière slide, vous verrez qu'il y a 2 logos. Ce sont ceux du réseau régional de tiers-lieux duquel on dépend. On est adhérent et contributeur donc des tiers-lieux en Grand Est. On est également adhérent et contributeur de l'Association nationale des tiers-lieux avec dans les groupes santé et recherche. Et localement, il y a des labels de tiers-lieux. La région Grand Est labellise les tiers-lieux. Et nous, on a reçu notre label il y a quelques semaines, alors on est assez fiers, donc on le remet. Alors, C'est pendant bon, là. qu'Yann relance C'est bon. l'enregistrement, bah, merci de votre attention, puis on est vraiment attentif à vos questions et tous vos conseils peut-être. Parfait. Eh ben, merci beaucoup pour cette intervention. Peut-être que je peux vous demander d'arrêter le partage d'écran pour qu'on passe aux discussions. Et ben maintenant, c'est libre parole. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, peut-être juste lever la main dans le chat et puis voilà, on vous donnera la parole. Euh, je vois qu'il y a une première main levée. Isabelle. Vous m'entendez? Ouais, c'est bon? Merci. Voilà, je ne veux pas prendre la parole. Merci beaucoup pour cette présentation superbe, encourageante, inspirante et bravo pour tout ce travail. J'ai une question qui concerne votre utilisation du terme les personnes concernées à la place du devenu classique label patient, partenaire, patient expert, etc. Donc, je vois bien la volonté de ne pas utiliser ces termes, justement. Est-ce que vous pourriez commenter ça? Et surtout, ma question, comment, vous l'avez peut-être dit, mais un peu rapidement, comment est-ce qu'ils sont formés? Parce que j'imagine que, justement, vous avez souligné les difficultés d'accès à la formation qui est proposée peut-être à certains patients partenaires, l'université des patients, etc. Du coup, est-ce que vous proposez, par exemple, des formations vous-même adaptées, peut-être plus rapides, plus modulaires, etc. Oui, alors du coup, je peux te faire une réponse euh, de Normand. Comment? En fait, personne concernée, ça renvoie vraiment aux travaux en sociologie et sciences sur la démocratie technique et la démocratie sanitaire au début des années 2000. C'est le concept de Michel Calon. Alors,
et moi, il m'intéressait beaucoup plus justement que le patient expert, parce que la limite du patient expert, et ben justement, c'est qu'il faut être patient et il faut être malade. Mais qu'est-ce que tu fais quand t'es plus malade? Enfin, t'as pas perdu ton savoir d'expérience et il peut être encore super utile. Et qu'est-ce que tu fais quand c'est ton frère qui est malade, mais toi, ou t'as juste accompagné ton compagnon qui a traversé, je sais pas, une maladie chronique ou etc. Le savoir d'expérience, il ne se situe pas que sur l'individu patient et ni que au moment de la maladie. Et c'est ça qui est intéressant sur la question de personnes concernées, c'est qu'elle est un peu plus inclusive. Alors oui, administrativement, je pense que si on est appelé à voilà à échanger avec les institutions de santé, là enfin voilà, c'est des catégories, donc on va les utiliser. Mais dans notre travail quotidien, ça fait plus sens parce que ben justement les familles sont vraiment les familles, les proches, je sais pas, sur les questions de souffrance au travail, par exemple, on peut imaginer que les collègues, les équipes sont aussi hyper importantes. Et ça, c'est vraiment une leçon aussi, moi, que je tire, par exemple, des travaux dont je parlais tout à l'heure, sur la massivité des violences dans les rapports de la Civis ou du défenseur des droits, c'est que si on travaille juste, enfin, uniquement sur des bouts d'individus ou des moments de la vie des individus, eh ben, on voit bien qu'on a tous des rôles d'acteurs dans ces questions-là. Sur les violences sexuelles, celui qui ne dénonce pas le recueil de la parole, eh ben, il est acteur aussi. Et en psychotraumato, on voit bien que dans le traumatisme, ce qui va être déterminant, c'est autant le recueil de la parole, justement, que l'acte parfois. Hein, pas toujours, là je caricature un petit peu, mais quand même, quoi. Et donc, il faut qu'on ait voilà, une définition qui soit un petit peu plus large. Du coup, ouais, sur la formation, on a monté voilà, une petite formation. Après, là, c'était la première année qu'on le faisait. Donc, en gros, c'est un petit module. Après, moi, j'enseigne un petit peu. Donc, j'ai pu utiliser justement ce que j'ai vu à droite, à gauche, et puis ce que j'ai enseigné moi-même. Donc, c'est une petite synthèse. Là, en fait, on arrive à la fin de la première année des groupes. Et du coup, en ce moment, on a nos questionnaires. Du coup, de l'évaluation d'impact, on va pouvoir aussi un petit peu améliorer notre formation pour l'année prochaine. C'est un petit peu ça aussi. Les outils de la recherche, c'est qu'ils ils nous permettent un petit peu voilà, d'évaluer les trucs. Mais en partant là, justement, des expériences d'éco-animateurs sur cette année, quoi. Et pas uniquement sur où nous, on penserait, quoi. Je me permets juste peut-être de rebondir juste 2 secondes pour compléter. Il y a aussi le fait que j'embête beaucoup Lucille avec des termes que je comprends pas. Je lui dis, moi je suis psychologue du travail, hein, donc je suis plus sur tout ce qui est risques psychosociaux, burn-out, et puis je me suis formée à des techniques en clinique, mais il y a pas mal de termes qui parfois ne me parlent pas, et je lui dis, bah non, ça je comprends pas, ça je comprends pas, ça c'est pas clair. Et j'ai vraiment à cœur beaucoup aussi de vulgariser les choses et d'utiliser des termes qui sont compréhensibles par tous et pour lesquels les gens peuvent aussi se sentir concernés finalement. Et je trouvais que personnes concernées, c'était plus parlant pour ceux qui allaient travailler avec nous que patients experts qui étaient peut-être un peu plus galvaudés, même si finalement c'est le terme effectivement qui est usuel dans la profession. Je trouvais que les gens, pour s'y retrouver, finalement, ils avaient besoin aussi de termes qui leur parlent. Voilà. C'était juste pour compléter. J'ai des questions, si vous m'entendez. Oui, oui, alors attendez juste, si vous pouvez patienter, Philippe, parce qu'il y a des mains levées, donc on va essayer d'organiser ça. Donc on avait une main levée de Catherine. Oui, bonjour. Moi, je voulais revenir un tout petit peu sur la genèse de votre projet. Vous l'avez dit, mais assez rapidement. Euh, Enfin voilà, comment vous en êtes venu à vous regrouper pour faire ça et un peu, voilà, quel a été tout ce travail en amont avant de vraiment lancer le projet? Combien de temps ça vous a pris? Enfin voilà, des choses un peu concrètes. Est-ce que je peux vous demander, quand vous intervenez, toutes et tous, de peut-être vous présenter rapidement pour qu'on voit un petit peu vos différents profils? Alors, ça peut, Euh, ça peut commencer par vous, Catherine, du coup. Moi, du coup, bon, bonjour, je m'appelle Catherine Maubert. Je suis journaliste et je suis également professeure de yoga et je m'intéresse un peu à tous ces questions de tiers-lieux autour de la santé et notamment santé intégrative. Donc, je trouve que c'est vraiment intéressant de voir ce que vous avez fait de votre côté. Et voilà, et je suis là pour l'instant uniquement par intérêt intellectuel, mais peut-être plus un jour.
Je me permets juste pour vous Vas-y, répondre. commence. Ah pardon, j'ai pas vu que tu allais parler, Lucille. Je suis désolée, tu n'étais pas sur mon écran. C'était juste par rapport à comment on en est venu à là. Pour ma part, c'est ce que je disais tout à l'heure. Finalement, ça a été des rencontres un peu fortuites qui nous ont menés à ça. Peut-être que si c'était d'autres personnes qui s'étaient rencontrées à d'autres moments, ça aurait pas donné finalement la même programmation, la même. Je pense que là où on en est aujourd'hui, finalement, ça découle aussi d'échanges, de valeurs communes, de valeurs partagées, mais on aurait pu avoir d'autres valeurs par d'autres professionnels qu'on aurait rencontrés. C'est peut-être même ce qui va se passer l'année prochaine, puisqu'on a déjà des premiers contacts avec des personnes qui souhaiteraient nous rejoindre, qui vont donner une autre couleur au tiers-lieu, notamment des médiatrices familiales ou des conseillères en économie sociale et familiale. Donc, ça va donner encore un nouveau versant finalement à ce projet. Donc, comment on en est arrivé à là? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est des ingrédients qui donnent une recette. Et puis, si on change l'ingrédient, on n'a plus tout à fait la même recette. C'est pas pour autant que c'est meilleur ou que c'est moins bon. C'est juste différent. Voilà. Je te Du laisse. coup, ce que je compléterais aussi, tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Aurore, mais rencontre entre des personnes, mais aussi surtout un territoire, des besoins de territoire. C'est-à-dire que on aurait fait le même projet, les mêmes personnes dans un territoire où l'offre de santé mentale serait moins sous-dotée, par exemple, ou alors idem. Alors, Aurore a dit hein, la politique qu'on a en gros tarifaire avec le fait de voilà pas de participation, c'est pas uniquement parce que la privatisation de la santé ça nous fait peur. Si ça nous fait peur, ça nous ferait peur dans tous les départements. Mais en fait, on est dans un territoire qui est assez paupérisé. Et si on a en plus des critères d'accès économique, en fait, on va créer des inégalités d'accès qui sont hyper importantes et on va surajouter en fait aux inégalités d'accès à la santé parce que on va être accessible que aux personnes les plus favorisées du territoire. Et il n'y a pas de souci, c'est important de le faire aussi. Par contre, c'est pas le projet qu'on avait. Donc, c'est vraiment une rencontre à tous les niveaux et à toutes les étapes. Vous voyez, dans la conversation, il y avait une question aussi sur la gouvernance associative. Bah, la journée de l'inauguration, le matin, en fait, on avait un séminaire, justement, on n'avait jamais vraiment écrit notre projet associatif. Et en fait, on avait écrit des statuts, mais au début, on les avait écrits que entre cofondateurs. Et bah, 6 mois après, en fait, on a changé nos statuts parce qu'on les a réécrits avec nos bénévoles. Bah là, on doit finaliser notre projet associatif. Ben c'est pareil, l'idée c'est alors forcément il y a des contributeurs qui ont plus de temps, qui sont plus assidus, etc. Mais c'est de permettre les relectures, de permettre les contributions, etc. Donc c'est vraiment un truc un peu vivant quoi. Et personnellement, il y a 2 ans, on m'aurait dit il va se passer ça, je l'avais pas anticipé, je le savais pas. Et juste du coup pour reprendre, mais donc très concrètement, combien de temps ça vous a pris de monter le projet avant le moment où vous avez ouvert Bah, j'ai envie de vous dire depuis le début. Avec Arnaud, les premiers échanges où on rigolait en se disant Tiens, ça nous ferait trop plaisir de faire ça, on était en troisième année à la fac. Donc ça fait 15 ans. Mais c'est pas linéaire, quoi. Mais c'est sûr que c'est tout un parcours. On a participé à la création de plusieurs tiers-lieux depuis 5 ans, plutôt en ville. Donc voilà, c'est toutes ces expériences indirectes qui nourrissent ça, quoi. Merci. Je vois qu'il y a d'autres mains levées. Ingrid? Oui, bonjour à tous. Donc, Ingrid Vassauer, je suis enseignante-chercheuse à l'Université Gustave Eiffel. Et l'une de mes thématiques de recherche, c'est les tiers-lieux et notamment les tiers-lieux en santé. Oui, bah, merci déjà parce que c'est vrai que j'avais eu l'occasion d'entendre plusieurs fois parler d'Odile en bonne santé, mais que là, voir la présentation complète, bah, c'est très, très intéressant. Alors moi, j'ai une question sur la reconnaissance institutionnelle, puisque c'est un problème. Alors Lucille, tu as mentionné qu'il y avait quand même un début de reconnaissance par les collectivités territoriales ou les collectivités locales. Alors je voulais savoir comment ça se traduit en fait. Est-ce qu'il y a des demandes particulières? Est-ce qu'il y a des échanges? Enfin, comment est-ce que vous insérez un petit peu, enfin, vous pouvez travailler avec les collectivités locales? C'est beaucoup de temps. Du coup, c'est un travail vraiment politique institutionnel en tant que tel. Et limite, je pense que c'est ce qui nous prend. Non, c'est pas ce qui nous prend le plus de temps quand même, parce qu'on passe plus de temps sur place, mais qui nous prend peut-être beaucoup d'espace mental par contre, et beaucoup de charge mentale.
Du coup, en fait, aujourd'hui, les groupes d'entraide mutuelle, ils ont été financés par des collectivités. Mhm. Voilà, concrètement. On a eu un soutien à l'investissement aussi sur l'équipement de notre salle de séminaire. Et après, on a déposé beaucoup de dossiers qu'on a beaucoup perdus. Donc, on continue à les solliciter, à les rencontrer, à se présenter, à essayer de comprendre pourquoi on se fait jeter. Et voilà. Là, D'accord. par exemple, sur Souffrance à l'école, Souffrance au travail, aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé de fonds pour financer ça. Donc, on cherche encore. Mais voilà, il y a des thématiques aussi qui sont plus aidées que d'autres. Donc, c'est vrai que sur le répit, c'était un peu plus facile. Voilà. Alors, Souffrance à l'école, malheureusement, je pense qu'il y a des choses qui vont s'ouvrir. Souffrance au travail, on n'y est pas encore complètement. Et je pense qu'on n'a pas forcément connaissance de tout ce qui existe non plus sur le territoire, même si on est quand même déjà bien au fait de par nos activités respectives de ce qui peut se faire. Mais c'est vrai que par contre, le conseil départemental nous a quand même bien aidés et le conseil régional, les intercos, nous ont quand même soutenus. Ouais. Et les Vous- élus se déplacent aussi. Par exemple, à l'inauguration, il y avait pas mal d'élus qui étaient présents. Là, on a voilà, quand on fait des visites, on voit qu'ils viennent écouter, ils viennent regarder, ils sont plutôt chaleureux. D'accord, mais pour l'instant, ils n'ont pas envisagé encore, enfin, vous n'avez pas envisagé des relations plus durables, en fait, Ah ben, nous, plus on à long adorait terme. pouvoir, par exemple, travailler plus avec l'ARS, hein. On adorerait que notre lieu soit labellisé, non pas uniquement par les tiers-lieux, mais par les administrations de la santé, hein, concrètement. Mhm. Oui. Ici. Très bien, Ok. merci. Merci. Je vois qu'il y a d'autres mains levées. Alors, c'est Yacht ou Yoti, je ne sais pas. Ah, on n'entend pas. Est-ce que... Non, non. Ah, il y a le son qui est désactivé. On ne vous entend pas. Toujours pas. Yacht, non, toujours pas. On va peut-être, bah, si vous essayez de peut-être de régler ça, on va peut-être prendre une autre question en attendant. Donc, il y a Piquion 1. Oui, bonjour. Alors, Bonjour. désolée, il y a pas mon prénom. Donc, je m'appelle Maya Piquion. Je suis actuellement responsable d'un espace qui s'appelle la Cité de la Santé, qui est au sein de la Cité des Sciences et de l'Industrie, donc au sein d'un Que musée j'aurais pu citer dans les scientifique. visites. Oui, au sein de la Cité des Sciences et de la bibliothèque scientifique, donc un lieu évidemment institutionnel, mais en tout cas en sachant que la Cité de la Santé, enfin en tout cas au moment où elle a été créée, il y a plus de 20 ans maintenant, était quand même, on va dire, une innovation sociale. Et on est en train d'ailleurs d'actualiser son projet de service. Donc je trouve déjà merci beaucoup pour votre présentation. Et je trouve effectivement que c'est à la fois non seulement pertinent, mais enfin, source d'inspiration. Je rejoins ce qui a été dit. Et après, pour dire un peu où je me situe, je suis moi juriste de formation et ancien travailleur social auprès du public précaire, donc et migrant, donc éloigné des dispositifs de soins. Donc j'ai ce regard aussi là dans ma pratique professionnelle. Du coup, j'ai juste une ou deux questions ou remarques. Euh, je me demandais, enfin, quel était le choix, parce que vous avez parlé de difficultés aussi au niveau de la reconnaissance institutionnelle. Est-ce que c'est un choix justement délibéré de ne pas avoir de médecin généraliste dans votre équipe, ou est-ce que vous pourriez en avoir? Je dis ça parce que nous, par exemple, à la Cité de la Santé, on a aussi des médecins bénévoles, retraités, qui peuvent intervenir. Il n'y a pas forcément de personnes qui s'installent en cabinet. Et puis, alors peut-être parce que j'ai cette vision un peu plus généraliste et que je viens du social, je trouve qu'il y a des interactions majeures. Vous parliez de santé intégrée entre justement l'accès au droit au sens large et l'accès aux soins.
et l'impact que peuvent avoir des fois des difficultés d'accès aux droits sur des reports de soins ou des renoncements aux soins. Et je me disais, enfin, je crois qu'Aurore a évoqué l'idée d'avoir ultérieurement une conseillère en économie sociale et familiale, où j'ai peut-être mal entendu. Et je me dis, voilà, est-ce que ça pourrait pas être intéressant d'avoir un volet social ou médico-social? Je pense aussi d'ailleurs au niveau numérique, par rapport à la fracture numérique qui peut être source, là aussi, d'obstacles d'accès aux droits et donc aux soins, et qui peut créer peut-être de la convivialité. Voilà, j'ai créé dans le passé, enfin, j'ai eu le souhait de créer dans le passé un café social, et j'ai travaillé un petit peu sur la fracture numérique, notamment des personnes âgées immigrées, chez qui j'ai pu constater de grosses difficultés d'accès aux soins liés parfois à là où les fractures numériques, en plus de la précarité. Voilà, c'est une première remarque. J'avais aussi une question, enfin, je trouvais ça génial que vous ayez de la documentation à disposition. Alors nous, à la Cité de la Santé, on est avant tout un fonds documentaire, avant d'avoir tout un écosystème partenarial. Et je me demandais juste, voilà, comment étaient faits vos choix d'ouvrages que vous mettez à disposition. Et juste une petite remarque sur personnes concernées, oui, je trouvais ça très important. Nous, on parle évidemment beaucoup de patients experts, de patients partenaires ou de pairs aidants. Mais les partenaires avec lesquels on travaille sur la santé mentale actuellement euh, remettent même en cause le terme de personnes concernées. Donc, on en arrive à parler de personnes intéressées ou de personnes tout court. Enfin, des fois, sur la santé mentale, on finit par peiner à avoir un terme pour désigner les personnes concernées. Voilà, mais c'était une simple remarque. J'aurais évidemment plein d'autres questions, mais je ne veux pas monopoliser la parole. Arnaud, tu prends le début sur les généralistes? Non? Bon, du coup, sur les généralistes, puis Aurore, je te laisse compléter sur les travailleurs sociaux. Euh, du coup, non, on n'a pas de généraliste dans l'équipe, c'était pas forcément un souhait. Après, en fait, dans le village, il y a une maison médicale, Aurore le disait tout à l'heure. Et du coup, je pense que si jamais on avait une demande de généraliste, évidemment, on l'orienterait d'abord vers la maison médicale. Surtout quand, en fait, on travaille quand même au quotidien avec la maison médicale. Dans les cafés sciences qu'on a organisés justement, ils sont intervenus. Voilà, mais du coup, oui, les médecins sont plutôt à la maison médicale, mais pas de travail plus que cela. Et du côté des médecins retraités, j'ai bien noté quand j'étais venue vous visiter, je trouve que c'est super. Mais en zone rurale, du coup, en fait, par exemple, nous dans le village, on a un médecin qui a 73 ans. Je pense qu'il adorerait partir à la retraite, mais en fait, ils ont encore une file active de fou furieux. Et en fait, à la maison médicale, je pense qu'il y a la place pour 4 généralistes, mais c'est très compliqué, quoi. Donc, quand ils sont à la retraite, en fait, faut qu'ils aient le droit d'aller à la retraite. Ils s'autorisent. Aurore, je te laisse compléter sur les travailleurs sociaux. Oui, alors pour les travailleurs sociaux, en fait, c'est des contacts qu'on a eus, c'est des personnes qui nous ont contactés directement, deux conseillères en économie sociale et familiale qui se lancent dans le libéral. Donc, une qui aurait plutôt pour champ d'action tout ce qui serait en lien avec la médiation familiale. Et l'autre, elle serait vraiment plus là sur la médiation plus sociale, donc que ce soit des conflits entre des bailleurs et des propriétaires, plus pour aider sur la partie administrative, les documents. Donc, c'est finalement deux champs qui se complètent très bien sur les conseillères en économie sociale et familiale. C'était pas forcément une volonté de notre part ou pas une volonté de notre part d'ailleurs. C'est juste qu'une fois de plus, c'est un ingrédient qu'on rajoute. Elles se sont présentées, elles nous ont proposé ça. On s'est dit, bah ouais, carrément, ça match avec les besoins. Nous, on entend qu'il y a ces besoins-là, donc ça pourrait vraiment répondre et venir compléter. Donc, c'est en ce sens-là que ça s'est fait. Et je crois que vous aviez une question par rapport aux données bibliographiques et à ce qu'on communique. Donc, il y a une partie du fonds qui vient de finalement la formation PSSM, où on a eu une bibliographie assez riche avec eux. Et puis, une autre partie aussi qui vient de nos propres lectures, de nos propres
en fonction de en psycho, en fonction de chaque trouble qu'on peut être amené à traiter. On a aussi, pour faire finalement de l'éducation thérapeutique, de la psychoéducation, on a aussi des lectures, nous, de notre côté, qu'on peut conseiller aux patients. Donc, c'est ces lectures-là qu'on souhaite mettre à disposition des personnes qui passent. Voilà. J'ai une question sur le numérique. Ah, je ne sais plus c'était quoi la question sur le numérique. Ben, Pardon. est-ce que vous pourriez avoir soit des acteurs, voilà, enfin des partenaires qui travaillent là-dessus, ou avoir des ateliers qui permettent à des personnes qui seraient éloignées de l'outil numérique de pouvoir mieux maîtriser, parce qu'il me semble que c'est à la fois source de liens sociaux, mais aussi que ça permet d'accéder aux droits et donc aux soins. Alors, il faut savoir qu'à Docelles, il y a une maison France Service. Avec Donc, un conseiller numérique. ouais, donc il y a le Ok. conseil numérique qui est dans la maison France Service. Donc là, pour le coup, c'est un champ que nous, on n'investiguera pas parce que ça se fait déjà à 400 mètres, à 500 mètres de chez Ok. nous. Et puis, du coup, on a le site internet là qui est en élaboration. Mais en fait, on a deux réponses. On a un secrétariat humain et c'est hyper important parce que voilà, on est en zone rurale, on le disait, voilà, des voisins qui sont en vieillissement et en effet, aujourd'hui, ben, pouvoir avoir un interlocuteur sur une prise de rendez-vous, sur un déplacement de rendez-vous, sur une référence qu'on a donnée ou sur juste une question, c'est hyper important pour nous de pouvoir l'offrir comme service. Très bien. Merci. Merci. Inès? Vous m'entendez? Parfaitement bien. Ok, super. Alors moi, je m'appelle Inès Zaboub et je suis chargée de mission dans une CPTS, celle de Grenoble précisément. Je ne sais pas si l'acronyme CPTS parle à tout le monde, mais il s'agit d'une communauté professionnelle territoriale de santé. On est une association loi 1901 qui regroupe des professionnels de santé pour travailler sur 5 missions et parmi elles, on a l'accès aux soins, la construction de parcours pluriprofessionnels, etc. J'avais 2 questions. La première, c'est est-ce qu'il y a une CPTS sur vos territoires? Et la seconde, ce serait est-ce que vous êtes en lien avec celle-ci? Parce que j'ai entendu que vous aviez dit que vous aviez assez peu de liens avec l'ARS. Et je pense que potentiellement, une CPTS, ça peut aider à débuter ou entretenir un lien tant avec la CEPAM qu'avec l'ARS. Voilà. Arnaud, je pense que cette question est pour toi. Donc, oui, ben, il y a bien une CPTS sur notre territoire. Donc, on y adhère en tant que professionnel de santé. Donc, voilà. Mais après, il me semble qu'il y a déjà eu, t'as déposé un projet au niveau de la CPTS qui a été rejeté. Donc voilà, c'est le seul lien qu'on a pour l'instant avec la CPTS du territoire. C'est, voilà, on est adhérent. Mais Arnaud va candidater au bureau de la CPTS puisqu'il y a un élargissement des professions de santé qui sont attendues dans le bureau de la CPTS des Vosges centrales. Et ça va être, voilà. Parmi nous quatre, c'est lui qui va éventuellement contribuer un petit peu plus. Ok, merci beaucoup. Merci. Loïc? Oui, bonjour, merci. Loïc Andrien, donc moi je suis chercheur en sciences de gestion, sociologie des organisations, et mes travaux portent essentiellement sur des recherches participatives autour de la participation des personnes handicapées. Je bosse beaucoup avec le Québec, je bosse beaucoup avec pas mal de partenaires, mais accessoirement je suis vosgien. Donc première question, vous avez parlé de votre tiers-lieu, c'est extrêmement intéressant. Une des problématiques dans les Vosges, ça reste quand même l'isolement et les difficultés de transport pour les personnes les plus vulnérables. Comment vous voyez ça? Comment vous articulez ça? Est-ce que ceux qui viennent au tiers-lieu sont des personnes qui déjà sont véhiculées, la plupart? Est-ce que vous avez identifié des problématiques de ce type-là? Et puis, est-ce qu'il y a des perspectives de développement sur du domicile ou des choses de ce type-là? Et, en fait, je crois qu'on est voisins, Loïc, et je me demande si vous n'avez pas quelqu'un de proche qui est venu visiter le tiers-lieu, Je vous confirme. voilà, il y a quelques jours, je pense.
Donc, on fait du domicile. Arnaud, il fait la moitié de ses tournées en domicile. Nous, on intervient aussi en domicile, mais plus ponctuellement. On essaye quand même aussi de favoriser en santé mentale le fait de venir parce que bah, l'isolement, c'est aussi le repli sur soi et parfois c'est une des problématiques justement. Euh, voilà, on essaie de limiter. Comment? Et par contre, oui, on l'a pas dit, toutes les activités culturelles, en fait, elles sont pas réalisées au tiers-lieu. On les fait chez des partenaires du coin. Donc là où les gens vont, voilà, c'est ça. Donc on est allé à la bibliothèque, on est allé à la maison de la vie associative à côté, on est allé au marché. Voilà, on va là où les gens vivent, quoi. Et juste deuxième question, est-ce que vous connaissez la démarche Cap Droit? Donc démarche Cap Droit, je serais ravi de vous en parler et puis de vous rencontrer à l'occasion pour échanger. C'est un réseau mixte de recherche participative sur la santé mentale qui a été un des premiers réseaux mixtes de recherche financés par l'IRESP et la CNSA. Je fais partie de la démarche. On a obtenu un financement sur le PPR Autonomie cette année. Et il y a un certain nombre de projets qui sont alloués à ça. Il y a surtout des communautés locales qui se sont développées depuis quelques années. Donc c'est vraiment un projet qui vise l'accès aux droits des personnes en situation de handicap et notamment des personnes concernées par les questions de santé mentale. Donc ça peut être un réseau intéressant pour vous à développer pour la suite. On pourra en parler si ça vous intéresse. Au plaisir, hein. Je ne sais pas si vous n'avez pas de rebond là-dessus. On a une, on a une dernière main levée, mais je ne vais pas tellement Il y me a, risquer il y a Philippe également qui attendait. Ah oui, c'est vrai. Philippe, est-ce que vous êtes encore là? Et moi, est-ce que vous m'entendez? Ah oui, voilà. Et Ah bah moi, vous c'est Elliot. m'entendez? Oui, alors on a les deux. Bah, qui se lance? Non, non, bah, on ne coupe pas la parole à Philippe. Je ferai après. Oui, y a pas de Parfait, souci. merci. Merci. Alors, moi, je suis médecin et je suis réhabilitateur et je me lance dans un projet un petit peu, je suis en train de rénover un hôtel. Alors, ça faisait partie de ma première question où il semble que ça soit, j'ai pas la réponse, hein, mais il me semble pas que vous ayez de gens qui séjournent. C'est simplement des passages en externe, des soins externes. On a de l'hébergement. Par contre, notre hébergement, il est vraiment en rénovation. Donc ça sera à partir de cet été. On va avoir 14 lits dans une chambre aux normes PMR, donc personnes à mobilité réduite. Après, en fait, par contre, pour l'instant, on n'oriente pas l'activité d'hébergement sur la santé. Aussi, en fait, c'est délibéré parce que on insistait beaucoup tout à l'heure sur le fait de déstigmatiser et de dédramatiser l'accès à la santé. Et sur le fait de la déstigmatisation, ce qui est important, c'est justement de ne pas être identifié comme un lieu de santé ou pire de santé mentale. Comment? Alors peut-être que ça peut prêter à sourire, mais en zone rurale, c'est vraiment déterminant. Et ce qui fait c'est aussi les retours qu'on a depuis un an, ce qui fait que les gens sont contents de venir, c'est parce que ça ressemble pas à une maison de santé, qu'il y a de la couleur, qu'il y a des animaux, qu'on se dit bonjour, qu'on connaît les prénoms, qu'on peut se croiser en dehors des activités et qu'on continue à se dire bonjour et que si tu viens ici, on sait pas pourquoi tu viens et ça change rien en fait. Et du coup, c'est pour ça que sur l'hébergement, on le cible plus sur activité physique. Et du coup, en fait, on développe aussi une offre de service autour des pratiques cyclistes. D'accord. Bah, c'est intéressant parce qu'en fait, un hôtel, c'est pas un hôpital. Donc, c'est sûr il y a des gens qui payent pour aller à l'hôtel. Et si cet hôtel est sympathique, agréable, accueillant, effectivement, le film passe en arrière et ça peut être intéressant. Bon, enfin, ça, j'avais d'autres questions, mais il y a eu des réponses depuis. Donc, il y a une réponse qui m'intéresse, c'est pourquoi les marches nocturnes? Et quelles sont les modalités? Pourquoi vous faites des marches nocturnes? Dans quel but? Alors du coup, ça c'est plus dans la partie sport, santé de notre tiers-lieu. Alors J'entends plus. du coup, on a proposé donc un groupe de vélo électrique où il y avait principalement voilà des personnes d'un certain âge voilà qui s'étaient remises au vélo depuis le vélo électrique
Et donc là, pourquoi la marche nocturne? Donc notre but, c'était vraiment de cibler un maximum de personnes. Donc on a voulu proposer cette activité plutôt en fin de journée pour que les gens qui travaillent aussi puissent venir. Et donc pas forcément voilà en plein milieu de la journée, surtout là sur les périodes hivernales où les journées sont assez courtes. Si on marche pas en fin de matinée ou en début d'après-midi, voilà, on marche la nuit. Donc ça, c'est une marche qui est faite pour être accessible à tous, donc ça dure 1 heure de temps et c'est à 18 heures. Donc voilà pourquoi ça se déroule la nuit. J'ai le droit à Ça, une toute petite question. ouais, alors juste pour compléter ce que dit Arnaud, en fait, ça, encore une fois, par rapport à la question de la collecte tout à l'heure, qu'est-ce qui fait que ce projet, il arrive? Bah, voilà, ça, c'est la leçon de notre territoire. Du coup, dans les Vosges, il fait nuit tôt. Et puis l'hiver, tu peux plus faire de vélo parce qu'il fait trop froid, ou alors les gens viendront plus. Donc c'est à la fois dicté par là où on vit, là où on est, et c'est aussi dicté du coup par en fait ce qui existait déjà au niveau local. C'est qu'en fait des groupes de marche et des groupes de marche pour des personnes en réhabilitation, ça existe. Par contre, c'est toujours en journée. Et quand on demandait aux gens, bah, pourquoi vous allez pas au groupe de marche de la maison médicale, ce serait bien que vous y alliez. Les retours qui nous étaient faits, c'était ah bah oui, mais moi je travaille, donc c'était pas hyper accessible justement plutôt aux actifs. Donc là, voilà, c'est un groupe qui est accessible aux actifs. Mais voilà aussi pour illustrer comment, bah, en s'ancrant vraiment bah, sur la vie quotidienne des gens, sur leurs conditions de vie, on essaye de déterminer nos activités, quoi. Merci. Juste ma petite question, c'est là, vous êtes un lieu de santé pour surtout les maladies psychologiques. Et est-ce que vous avez la connaissance de hameaux de santé, puisque c'est le terme qui peut être employé, sur d'autres pathologies chroniques, bien sûr. Moi, je cible un petit peu sur. Alors, contrairement à ce que vous voyez derrière, je suis dans le Cantal, hein. C'est juste pour avoir un peu de luminosité, pour me remonter le moral, parce qu'il pleut depuis une semaine. Est-ce que vous avez la connaissance de hameaux de santé qui s'occupent d'autres pathologies? Moi, je voudrais cibler, enfin, je voudrais pas, je veux cibler à la fin de mes travaux, c'est ma spécialité, les Alzheimer débutants, la fibromyalgie, puis l'obésité en échec. Voilà, je donne mon exemple, mais est-ce que vous avez la connaissance d'autres lieux de santé, lieux, écolieux et de santé qui s'occupent de ce type de pathologie et pas simplement le côté psychologique, ce qui est important, hein, bien sûr. Mais Oui, oui, il y en a, on en connaît plusieurs. Après, du coup, nous, c'est pas que santé mentale, hein. Arnaud, il est masseur kiné et donc, ça, bien, hein, c'est que le moral. choix, nous, en fait, justement, il est plutôt de ne pas se situer sur une pathologie. On est en zone rurale et en fait, oui, par exemple, on a insisté sur le vieillissement de la population et donc, du coup, on a besoin d'une offre qui soit adaptée justement bah, à des pathologies qui sont liées à l'âge. Euh, mais en fait, on a aussi des jeunes, on a aussi des étudiants, on a aussi des jeunes actifs qui reviennent vivre ici. Enfin, et l'enjeu, c'est vraiment non, de pas se spécialiser sur une pathologie, mais D'accord. Hmm, voilà, d'être ouvert plutôt, pas monosymptôme. merci. Et on va peut-être pas avoir des éléments sur tout, mais concernant Alzheimer, par exemple, je vais vous mettre dans le chat. Je vais vous inviter à aller consulter un replay, peut-être celui de la Maison des Cultures, qui est déjà intervenu dans le webinaire, et pour le coup, qui propose de l'habitat partagé et accompagné auprès du public Merci. atteint d'Alzheimer. Je vais vous le glisser dans le chat. Ok, merci. Et on va peut-être prendre du coup enfin Yacht, maintenant J'ai réussi, P4WYHL NP. ça marche. Donc, je m'appelle Aurélie Yot, c'est mon nom de famille. Je suis étudiante en Master 2 en santé médico-sociale, parcours de santé à Gustave Eiffel. Et en fait, j'amorce l'écriture d'un mémoire justement sur les tiers-lieux en santé mentale, puisque je suis cadre de santé dans un hôpital des Yvelines, en secteur extra-hospitalier de psychiatrie. Donc, c'est quelque chose voilà, que j'ai découvert dans le début du master. Ça m'a forcément interpellée, vu les manques et les besoins non satisfaits, on va dire, des patients atteints de troubles psychiques. Du coup, on n'est pas dans la pénurie des Vosges, que je connais très bien, très très bien par ailleurs, mais on a aussi des choses sur lesquelles effectivement, comme vous dites, on ne répond pas forcément. On peut pas, l'institution ne peut pas répondre à tous les besoins des personnes concernées.
Et du coup, c'est en ça que le tiers-lieu, à mon sens, a un intérêt collaboratif. Alors, je voulais revenir sur justement ce que vous disiez les uns et les autres, notamment, je crois que c'était Lucille qui parlait de la difficulté de reconnaissance institutionnelle. Je débute mes recherches, mais effectivement, j'ai pas trouvé beaucoup de tiers-lieux qui collaborent avec des structures hospitalières en dehors de celui d'Aix-en-Provence, qui est un centre culturel. Euh, Bon, ça me donne beaucoup d'idées et votre expérience me donne beaucoup d'idées aussi pour la suite et pour mon travail. Et je vous en remercie pour cette présentation extrêmement complète et ce partage d'expérience. Je voulais savoir, d'une part, si vous, effectivement, je ne sais pas, dans les Vosges, Épinal, Saint-Dié, il n'y a pas de structure psychiatrique publique. Les hôpitaux vous n'avez pas de collaboration avec un établissement de santé, par exemple? Les adresses des patients. On commence à être bien identifiés et nous aussi, on en adresse, donc on se connaît, quoi. Voilà. C'est bien. C'est déjà un bon début. Non, mais pour l'orientation, et je pense que, enfin, pour moi, être cadre de 2 hôpitaux de jour, la demande, je vois bien qu'elle est pas satisfaite et satisfaisante vu les problématiques de santé publique actuelles. Et c'est compliqué d'y répondre, notamment, je pense à la prise en charge des jeunes adultes, des entrants dans la maladie, etc., où on n'est pas du tout bon, je crois, parce que les ateliers correspondent pas forcément aux attentes des jeunes adultes qui sont dans l'entrée dans la maladie. Et du coup, je trouvais que votre approche était intéressante aussi dans ce sens-là. J'aurais bien aimé que vous me parliez un tout petit peu, si vous avez encore un peu de temps, sur savoir si vous travaillez ailleurs à côté ou maintenant votre temps il est dédié entièrement au tiers-lieu. Alors, Pardon. Ouais, vas-y. On a tous une activité professionnelle à côté. Pour ma part, je travaille au conseil départemental des Vosges où je suis chargée de mission sur le plan santé, donc pour faire venir des professionnels de santé dans le département. Lucille vous a dit qu'elle était chercheuse. Notre infirmière praticienne en shiatsu, elle est enseignante à côté. Et Arnaud et Nadia sont à temps plein. Ouais, Arnaud et Nadia sont à temps plein. D'accord. D'accord. Et du coup, je vous ai entendu aussi parler. Et nos bénévoles, ils sont. Notre présidente est retraitée, les autres sont encore en activité. D'accord. Donc tout le monde, voilà, partage son temps entre son activité principale et le tiers-lieu. D'accord. Ça, c'est intéressant aussi, parce que dans la projection de co-construction aussi, ça peut être intéressant. Vous avez parlé aussi d'une formation Calliope. Elle est accessible pour quel type de profession? C'est pas une formation Calliope, c'est un agrément en fait. C'est un agrément. Oui, nous on aimerait Odile avoir l'agrément Calliope pour pouvoir faire de la formation. Ah oui, pour vous faire de la formation dans le tiers-lieu. D'accord, j'ai compris. C'est bien que je vous ai demandé de repréciser ça. Et oui, du coup, pas de enfin, vous êtes connu par, j'imagine, les secteurs de psychiatrie, mais vous n'avez pas développé à l'heure actuelle de partenariat. C'est compliqué. En fait, on est connu, mais on a besoin d'aller au-delà. Après, il manque de temps, on manque de temps. En Grand Est, il y a un dispositif de rétablissement qui est porté par le centre hospitalier spécialisé de Nancy, le CPN. Et donc là, on voit bien qu'on a on a vraiment des accroches cliniques hyper importantes. Et pour l'instant, on n'a pas réussi à aller beaucoup au-delà, quoi. Il y a aussi peut-être l'éloignement géographique qui facilite rien dans le département, c'est sûr. Mais en tout cas, c'est très intéressant et je vous remercie pour toutes les informations que vous avez bien voulu partager avec nous. Je voulais enfin revenir sur, vous avez parlé de l'étude d'impact social et notamment je sais pas, vous avez parlé de questionnaire, c'est quelque chose que vous faites depuis tous les ans, depuis depuis l'ouverture de votre tiers-lieu et le questionnaire est adressé aux personnes concernées, enfin aux gens qui sont usagers ou comment ça se passe pour l'évaluation de l'impact? On termine notre première année complète. Donc, c'est tout jeune, c'est les prémices. Du coup, ouais, moi, en fait, c'est ma spécialité en tant que chercheur, l'évaluation politique publique et dispositif participatif. Donc, voilà, du coup, c'était facile, en fait, de le faire pour le lieu. Donc, on a 2 questionnaires. On a un questionnaire pour les co-animateurs, mais avec un format également focus group. Mais une fois qu'on aura les questionnaires de tous les participants
aux ateliers collectifs. Donc, ce D'accord, sera sans doute en janvier, quoi. très bien. Très bien. Parce que ça, c'est vrai que l'évaluation de l'impact, on est encore, enfin, de tout ce que je suis dans le début de mes recherches aussi, mais j'ai l'impression que c'est pas simple et je voulais savoir un peu comment vous envisagez les choses à votre niveau. Enfin, merci en tout cas pour toutes ces réponses et ça me paraît très intéressant. Et à ma prochaine visite dans les Vosges, je pense que je viendrai vous faire une petite visite, voir un petit peu. En réalité, parce que quand j'ai vu votre bâtiment, effectivement, moi je séjourne souvent à Ban-de-Laveline, c'est très paumé dans les Vosges, Ouais. mais à côté de Saint-Dié et ça y ressemble. Et je trouve que c'est une super idée vu effectivement la configuration du département. Et, et malgré tout l'esprit d'entraide des habitants des Vosges, des Vosgiens, je trouve ça super chouette. Ah On bah, est à parfait. 50 minutes de banc de la ville. Et bah, du coup, je pense que je viendrai y faire un saut quand je viendrai. Eh ben, parfait, merci. On va s'accorder, il nous reste quelques minutes et on a encore une enlevée. Stéphanie, c'est à toi. Oui, bonjour, je m'appelle Stéphanie Ponté, je suis sur Bordeaux. Euh, on est en train de construire un projet avec, pour l'instant, au départ j'étais toute seule, et puis m'a rejoint Marie et Fabienne, une éco-infirmière et une ingénieure spécialisée en gestion de écologie et gestion de la biodiversité. Et là, hier, nous a rejoint un autre infirmier santé du travail spécialisé dans les risques et la prévention des risques naturels. Du coup, nous, on en est au tout début de notre projet et je voulais savoir, vous avez parlé de gouvernance partagée. J'aurais aimé avoir quelques peut-être conseils ou astuces ou informations concernant la gouvernance partagée et les différentes parties de la construction du projet. Et puis, enfin, vous en avez déjà quand même pas mal parlé. Et puis voilà, donc votre propre financement, notamment les deux personnes qui sont à temps plein, euh, si ça vous dérange pas. Merci. C'est tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Désolée, moi j'ai eu un bug au niveau de ma vidéo. Je ne pourrais pas répondre à cette question, je ne l'ai pas entendue. Je vais laisser Lucille s'en charger. Ah ben, on peut peut-être la reposer. La première question, c'était sur la gouvernance partagée. La Une deuxième question, gouvernance c'est... associative, en fait. Donc, du coup, le conseil d'administration est uniquement composé de bénévoles. Oui, on l'a pas précisé, mais en fait, sur les bénévoles qui sont pairs aidants sur les groupes, donc qui sont co-animateurs, ils sont indemnisés. Euh, parce que c'était important pour nous, justement, aussi de les indemniser. Et on a beaucoup hésité, justement, sur le, le contenu de cette indemnisation. Est-ce que c'était en nature ou est-ce que c'était économique? Et on a souhaité que ce soit économique, puisque bon, bien sûr, c'est pas du tout à la hauteur de l'investissement. C'est pas un travail salarié par nature, mais voilà, il me semblait important quand même de voilà. Mais donc gouvernance associative, donc le bureau, enfin voilà, la présidente, le secrétaire, le trésorier, ce sont des bénévoles. Donc voilà, comme une asso, ça dépend des statuts, quoi. Mais je pense que dans le statut, c'est un conseil d'administration tous les 3 mois. Comment et les membres fondateurs ont un rôle justement dans la gouvernance, mais on est juste invités au bureau. Donc on a différents statuts, mais ça, si vous voulez, on peut vous envoyer les statuts de l'association, enfin la deuxième version. Et sur la question du coup de nos deux temps plein, Arnaud du coup il est conventionné, donc c'est son travail. En fait, c'est aujourd'hui c'est le face-à-face thérapeutique qui paye le salaire des soignants puisque les activités collectives, en fait, les activités collectives financées sont payées. Par contre, les activités collectives non financées, comme par exemple le vélo électrique, là, c'est bénévole. Et pour la secrétaire, eh bien, voilà, donc c'est une partie les consultations. Et puis une bonne partie, en fait, c'est l'entreprise scientifique. En fait, aujourd'hui, sur le lieu, l'entreprise qui est la plus viable économiquement, c'est le cabinet de recherche, quoi. Donc c'est de l'investissement en fait par les autres activités du tiers-lieu, quoi, pour le dire. Clairement. D'accord. Donc, on va prendre par exemple sur Arnaud, qui est kiné. Donc, c'est du libéral, en fait, c'est ça? Oui, c'est ça. Moi, j'ai mon activité libérale sur le lieu. Donc,
je travaillerais à un autre endroit, voilà, ce serait la même chose. Donc, c'est ça qui me rémunère. Et D'accord, du coup, ok. c'est les activités libérales qui ont payé aussi la rénovation. Et sur les espaces collectifs, aujourd'hui, c'est ça qui paye la location des espaces, quoi. Oui, oui, d'accord, ok. D'accord, je comprends. Il n'y a pas de membres payés par l'association, salariés ou des choses comme ça, en tout cas pour l'instant. À aujourd'hui. Mais voilà, à long terme, si on veut que ce soit fiable, et y compris en termes de charge de travail. Le secrétariat, par exemple, voilà, parmi justement les accompagnements, enfin, il y a la santé mentale, on a des vigilances suicides. Du coup, le secrétariat, en fait, on a besoin d'une possibilité de répondre 7 jours sur, enfin, pas toujours de répondre, mais de rappeler 7 jours sur 7. Voilà, là, ça marche parce que notre secrétaire, elle est gentille, elle croit au projet, etc. Mais dans 5 ans, justement, elle part à la retraite. Il faudra bien qu'on ait une solution et qu'il soit un petit peu plus pérenne que du bénévolat, quoi. Oui, bien sûr. Merci. Parfait, merci. Du coup, on arrive au terme de notre session du jour. Je ne sais pas s'il y a des dernières questions, éventuellement des réactions. Blaise et Stéphanie. Ah, Blaise, voilà. Vous m'entendez là? Très bien. Oui, bonjour, merci beaucoup, très intéressant. Je viens de Suisse, j'ai juste un petit commentaire parce que tous les acronymes, pour nous, on ne sait pas de quoi vous parlez. Donc, il y a certaines fois, c'est un petit peu difficile à vous suivre. Mais merci beaucoup, c'est très intéressant. Je suis médecin retraité. On a monté une case de santé dans une friche industrielle à Yverdon-les-Bains. Je voulais juste une question rapide. Comment vous avez fait votre communication? Parce que c'est notre problème un peu, c'est comment bien se faire connaître. On est dans une zone urbaine. Aurore? Alors, au niveau de la communication, c'est beaucoup par les réseaux sociaux qu'on passe. On a un LinkedIn, Instagram, Facebook. Alors, on n'a pas forcément les mêmes publics en fonction du réseau, mais là, aujourd'hui, notre communication passe beaucoup, beaucoup par les réseaux. Et par les réseaux de soins aussi. Du coup, dès qu'il y a une nouvelle activité, on adresse un courrier aux professionnels de santé avec une affiche à mettre dans leur salle d'attente. Je ne sais pas s'ils la mettent toujours. On va pas vérifier dans les salles d'attente. Pareil, toutes les structures médico-sociales, on leur adresse un courrier avec la nouvelle activité collective et ils peuvent relayer ou pas. Et aussi, on les a invités, on est allé beaucoup se présenter quand même aussi aux médecins, enfin à tout ce réseau-là. Et c'est aussi pour ça qu'on fait un gros effort sur les partenariats parce qu'en fait, c'est ça qui fait qu'on est identifié, quoi. C'est le relais, le relais, le relais. Et puis, il y a aussi, nous, en tout cas dans les Vosges, ça marche bien, mais le bouche à oreille. On a vraiment le bouche à oreille qui s'est mis en place et on a des retours assez positifs sur notre travail. Donc, du coup, les gens en parlent et puis disent, ah bah tiens, viens marcher avec moi. Ah bah tiens, il y a le groupe, est-ce que ça t'intéresserait pas? Et on a beaucoup aussi ce vecteur-là de communication. C'est vrai que chez nous, Parce on que a. la ruralité, ça marche bien, ça. Non, c'est juste chez nous, on a il y a toujours un petit souci. Qu'est-ce qu'ils font dans leur coin? C'est quoi ce bordel, etc. Donc, on a un petit peu cette difficulté. On est légitime parce qu'on a beaucoup œuvré globalement dans la médecine traditionnelle, mais quand même. Les cafés sciences, ça marche bien, la programmation culturelle qui est plus ponctuelle. Du coup, c'est toujours les autres qui sont nos intervenants, nous, on n'intervient pas. Et du coup, comme on leur donne une place, enfin, dans l'identification, c'est aussi déterminant. Très bien. Eh ben, merci. Et on connaissait pas le projet à Yverdon, mais on va regarder. Merci. Hein. Et désolé pour les acronymes. On est en train de monter le site. Très bien, parfait. Est-ce que c'est le projet avec Valérie Dacremont, par hasard? Je lance ça, mais... Oui, absolument. Je suis son Ah bah mari. voilà. Ah bah voilà. Ah oui, bon bah d'accord. Bon bah c'est bien ça. Eh ben enchanté, parfait. Eh bien, merci beaucoup pour Merci à vous. ça. S'il n'y a plus de questions, on peut peut-être laisser une petite place et une réaction de nos intervenants, si jamais ils le souhaitent. Voilà, c'est le moment, avant qu'on clôture. Et merci beaucoup de l'invitation, de vos commentaires. Est-ce que je peux juste ajouter un petit commentaire par rapport à une des questions, la question de la personne qui intervenait de Bordeaux sur la gouvernance, juste pour donner l'information
j'ai récemment participé à un jeu coopératif qui était organisé par la coopérative Babel Coop, Babel, BABEL.coop. Ils sont trouvables sur Internet et qui se sont un peu spécialisés. C'est une société de portage de travailleurs indépendants. Ils sont un peu spécialisés sur les problématiques de gouvernance et d'autogouvernance. Du coup, ils proposaient ce jeu dans le cadre d'une association de tiers-lieux. Et c'est peut-être voilà, une ressource qui peut être intéressante de consulter sur ces questions-là. Voilà. Très bien. D'accord, merci. Merci pour l'ensemble de la participation, de la présentation et des discussions. Toujours très intéressant. Merci à Yann et merci à Odile en bonne santé. Merci à vous. Voilà. Et ben merci tout le monde. Je vous ai reglissé dans le chat le lien vers la page de documentation du webinaire. Vous retrouverez du coup dans quelques jours le replay de notre session du jour. Donc je la reglisse. Et vous trouverez aussi prochainement les liens d'inscription vers les rencontres mensuelles pour 2024, puisque c'est sur quoi je travaille là en ce moment. Voilà, avec une volonté un petit peu d'inviter des acteurs qui apporteraient des approches aussi socio-historiques, politiques sur des questions de santé. Donc, on alternera peut-être davantage entre porteurs de projets et des acteurs qui produisent du contenu autour de ces lieux. Voilà, donc on n'en dit pas plus. J'attends des confirmations, mais voilà, vous aurez la primeur de la programmation 2024 très bientôt. Donc, je vous remercie tous. Merci encore à nos intervenants. Et puis à très bientôt. Et puis à ceux que je ne reverrai pas, joyeuses fêtes. Et puis joyeuses fêtes de fin d'année. Voilà, simplement. Et merci beaucoup. De même. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir, Bonne merci. fête.